Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première série d'épisodes du podcast Les Voix du CCJ qui donne la parole aux chercheuses et chercheurs de l'UMR 8173, Chine, Corée, Japon. Aujourd'hui, dans cette série de 5 épisodes intitulée Correspondance, nous nous plongeons dans la découverte du double volume 41-42 de la revue Études chinoises s'intéressant à la correspondance personnelle d'un couple de cadres chinois entre les années 1960 et 1980. Bienvenue pour le prologue de la série Correspondance. Aujourd'hui sont avec moi quelques-unes et quelques-uns des contributrices et contributeurs de la revue. Isabelle Thiraud, Aël Terry, Lise Gibet, Shaima Boda, Ning Se-song, Nan Nan, Zheng Yu, Tao Hong, Si Yuli et Emmanuel Caron. Donc cette aventure collective qui aboutit à la rédaction de ce numéro double de la revue Études chinoises, publié en juin 2025, cette aventure a commencé par un séminaire au cours duquel nous avons commencé à travailler sur une partie de cette correspondance. 123 lettres qui nous avaient été adressées par le professeur Zhang Letian, donc anthropologue à l'université Fudan à Shanghai. Et peut-être dire que ce séminaire fait suite à d'autres séminaires au cours desquels nous nous étions ensemble intéressés à d'autres formes de ce qu'on appelle parfois égo-documents, documents à la première personne du singulier, que ce soit en travaillant sur des plaintes, des requêtes adressées individuellement ou collectivement par des citoyens chinois aux autorités locales ou nationales en Chine, dans le cadre de l'administration dite des lettres et des visites, un réseau de bureaux qui accueillent ces plaintes et ces requêtes. Mais nous avions travaillé également sur des documents d'autocritique, de confession, comme il était souvent demandé pendant ces décennies dites maoïstes. Mais également, nous avions travaillé sur un journal, le journal d'un jeune Tientinois, d'un jeune résident de la ville de Tianjin, un journal couvrant le mois de janvier 1949. Or, la ville de Tianjin a été libérée, comme l'on dit, entre le 14 et le 15 janvier 1949. Et donc, ce journal, conservé pendant un mois, nous décrivait l'appréhension avant le 14-15 janvier, puis le déroulement de ces journées, et puis l'après. Et donc c'est dans le cadre un peu de cet intérêt pour ces égo-documents, ce qui ne veut pas dire qu'on leur donne un statut privilégié. Les documents, ces documents, comme tout autre document, sont rédigés dans un certain contexte et ne sont pas plus authentiques ou vrais que d'autres documents, y compris des documents institutionnels. Mais en tout cas, c'est dans la poursuite d'un intérêt pour ces documents que nous avons abordé cette correspondance. Et je dois dire que très vite, nous nous sommes pris un peu de passion, on va dire, pour cette correspondance. Le séminaire qui s'est déroulé de 2018 à 2019 s'est transformé en un atelier qui s'est tenu pendant 2-3 ans et qui a été ponctué de journées d'études internes ou externes. Et nous avons travaillé ensemble à différents niveaux, peut-être du collectif. D'abord tout à fait ensemble en testant toutes sortes d'outils, logiciels, géographiques, web sémantiques, pour essayer de nous approprier ces lettres, de nous rapprocher des protagonistes, de nous familiariser avec eux, de comprendre leurs déplacements, leurs trajectoires, les fratries dans lesquelles ils s'inscrivaient et l'histoire politique dans laquelle ils s'inscrivaient. Et puis peu à peu, des objets thématiques ont surgi. Peu à peu, nous sommes peut-être enhardis à lire plus attentivement les lettres, même si nous l'avons fait peut-être de façon relativement tardive, et lire voilà, les lettres les unes après les autres, et peu à peu des objets thématiques ont surgi, des petits groupes se sont formés, et il y a eu donc également des discussions au sein de groupes de 2-3 personnes, pour que peu à peu émergent
ce qui fait donc le sommaire de ce numéro, 8 articles travaillant sur des thématiques différentes, mais encore une fois peut-être thématiques travaillées avec des approches différentes, sur des objets différents, mais nourries sans doute par un travail collectif qui a duré du début jusqu'à la fin. Et bien sûr, je pense que si nous sommes heureux de ce numéro, c'est avant tout parce que c'était vraiment une aventure collective. Et nous reviendrons peut-être, nous allons revenir certainement sur ce que nous a appris cette aventure collective, mais bien sûr, on avance beaucoup plus rapidement quand on est à plusieurs. On avance beaucoup plus rapidement quand on a des expériences biographiques différentes en France, en Chine, et que l'on saisit ces lettres, ces mots, ces expériences à partir de notre propre biographie et de façon également différente. Et donc, on juxtapose les différents points de vue, les différentes interprétations. On s'encourage aussi peut-être, certainement même, à aller plus loin dans les réflexions des uns et des autres. Donc voilà, je pense que cette analyse collective qui a également profité, je dirais, de la générosité de nombreux interlocuteurs extérieurs au groupe qui se sont joints aux journées d'études, qui ont joué le rôle de discutants. C'était parfois des spécialistes de la Chine, c'était parfois des sociologues, des historiens, mais que nous tenons à remercier parce que leurs réflexions, leurs suggestions, y compris bien sûr celles des différents relecteurs des articles parus dans Études chinoises, ont été extrêmement précieux. Les années 1949, donc 1949 c'est la création de la République populaire de Chine, jusqu'en 1979 sont des décennies dites de la Révolution, et depuis en Chine officiellement nous sommes dans des décennies de la construction. Et ces deux périodes légitimes, l'actuel pouvoir politique, la première période ne peut pas servir à désavouer la seconde et vice-versa, c'est également juste. Mais il y a un récit officiel qui pèse donc sur ces décennies révolutionnaires. Un récit officiel qui empêche le travail des historiens. Et donc quand on va en Chine, bien souvent, les personnes nous disent « mais je connais beaucoup plus de choses sur des périodes plus anciennes de la Chine, mais le passé le plus récent, nous l'ignorons. » Nous l'ignorons parce qu'il y a ce récit officiel qui pèse sur cette période, parce qu'il y a du coup un peu un tabou sur les historiens qui ne peuvent pas s'écarter de ce récit officiel, et parce que les mots et le langage, nous allons sans doute beaucoup parler de la question du langage, le langage alors utilisé est difficile à saisir, à comprendre aujourd'hui, ce qui fait notamment que la transmission interfamiliale est difficile. Donc beaucoup aujourd'hui ignorent ce qui s'est passé pendant les années 1960-70, où lorsqu'ils le connaissent, c'est essentiellement à travers des institutions, de grandes figures héroïques, et pas des individus ordinaires qui sont ceux qui s'expriment dans cette correspondance. Donc cette correspondance nous permet d'avoir accès, bien sûr nous allons le voir, à la vie politique des uns et des autres, des différents protagonistes, mais aussi à leur vie intime, privée, familiale, conjugale. Et donc ça a été véritablement une découverte pour nous tous, et c'est sans doute la raison pour laquelle, après avoir démarré dans le cadre d'un séminaire, l'analyse de cette correspondance s'est poursuivie dans le cadre d'un atelier collectif, avant d'aboutir à la publication de ce numéro. Mais il est vraiment important de comprendre combien cette correspondance est une source rare pour avoir accès à des événements, des émotions, des expériences dont nous connaissons très peu de choses. Du coup, pour compléter ce que disait Isabelle, je pense que notre travail collectif s'inscrit pleinement dans le renouvellement aussi de l'historiographie de la période maoïste, un renouvellement qui est permis par en fait l'émergence d'autres approches de travail sur cette période, notamment en recueillant des propos des gens ordinaires, des gens qui se trouvent parfois en bas de l'échelle sociale, l'échiquier social. Et la correspondance nous permet aussi, du coup, d'avoir touché, de saisir par presque, je peux
pas dire matérialité parce qu'on n'a pas les lettres, mais en tout cas d'entendre des paroles de ces périodes, alors qu'il y a quand même pas mal d'autres travaux historiques qui sont basés sur l'histoire orale, dont le recueil de témoignages, et donc du coup qui diffèrent un peu, je pense, de ce qu'on a pu lire à travers la correspondance, parce que c'est passé, elle est un peu bafouée aujourd'hui. Il y a des tentatives de réécriture, disons, de la part aussi des gens qui livrent des témoignages. J'ajoute juste un point pour mettre en relief de ces ressources rares concernant l'histoire de découverte. C'est matériau, parce qu'on l'a trouvé au hasard en état de waste papers. Donc, on l'a sauvé, en fait, presque. Une histoire presque effacée ou disparue sans nous dans l'histoire. Ningse a tout à fait raison. Il faut insister sur le fait que cette correspondance fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui en Chine bien souvent des archives de poubelle. C'est-à-dire, ce sont de la documentation qui peut relever d'institutions publiques, d'usines, de brigades de production, de familles. Et ce sont des documents qui, dans le cadre de la grande rénovation, transformation de la société chinoise, rénovation urbaine, vont tout d'un coup être proposés, justement être jetés, pour faire objet de toutes sortes de recyclage. Et bien souvent, aujourd'hui, des bouquinistes vont éventuellement monter dans les camions qui emmènent ces archives vers les usines de recyclage et identifier des documents intéressants et les revendre dans l'arrière-boutique, dans leur arrière-boutique. Et donc, c'est le cas de cette correspondance. Cette correspondance a été sauvée de la disparition, comme disait Ningse, notamment par le professeur Zhang Letian, anthropologue à l'université Fudan à Shanghai, qui a ouvert un centre de recherche qui, justement, s'est donné pour viser de rassembler toutes sortes de documents voués à disparaître. Et donc, ce sont des documents d'autant plus importants, effectivement, qu'ils ont été sauvés d'une disparition annoncée. Alors, comme le disait Tao tout à l'heure, nous avons eu accès au début à 123 lettres transcrites, non anonymisées, sur laquelle nous avons commencé à travailler. Puis, nous avons travaillé sur les lettres telles qu'elles ont été publiées chez Brill, après un travail d'édition sur lequel nous pourrons revenir, et après anonymisation. Ce qui veut dire, et c'est quelque chose qu'il nous faut souligner tout de suite, c'est que la matérialité des lettres, comme disait Tao, nous a manqué, nous n'avons pas eu accès aux lettres manuscrites, même si, avec beaucoup de générosité, le professeur Zhang Letian nous a autorisé à en publier certaines dans le numéro d'études chinoises. Mais nous manque la matérialité des lettres, nous manque également tous les objets qui accompagnaient les lettres, les tickets de rationnement ou les timbres que l'on envoyait pour que l'autre puisse vous répondre rapidement. Cela va poser des problèmes éditoriaux sur lesquels nous pourrons revenir également tout à l'heure, puisque les feuillets de lettres ont été quelquefois rassemblés par les éditeurs de façon aussi sérieuse que possible, mais avec une part d'aléatoire, ce qui fait que nous doutons beaucoup du chiffre actuel de 774 lettres, parce que certains feuillets ne comportent pas de date, une signature éventuellement, donc il a fallu les réunir avec d'autres lettres. Donc nous avons travaillé sur, non pas le corpus initial, mais un corpus transcrit, un corpus ayant fait l'objet de certaines décisions éditoriales qui nous échappent, mais nous avons donc rencontré le problème que rencontrent tous ceux qui travaillent sur des correspondances déjà transcrites. Dans la manière dont tu nous as fait découvrir le corpus à l'origine, c'était à travers un personnage, le mari, et ensuite c'est ajouté d'autres corpus. Donc,
en particulier les réponses de la femme, mais pas seulement les réponses, puisque les périodes ne se recouvrent pas totalement. Mais aussi de la famille élargie. Et ça pose la question aussi, qui est sans doute encore en suspens, de comment est-ce que ce corpus s'est trouvé rassemblé. Les lettres ont circulé d'une personne à l'autre. Il y a aussi une intertextualité des lettres au sein de la famille élargie. Comment peut-on imaginer que toutes ces lettres de provenance très différentes se trouvent réunies au même endroit et finissent à la poubelle? Vous allez me corriger les uns et les autres, mais j'ai l'impression que c'est encore en partie une énigme. Oui. Parce que donc nous sommes partis du découpage que les éditeurs du volume publié chez Brill en 2019 et qui est consacré entièrement à cette correspondance, nous sommes partis du découpage qu'ils ont fait en 4 corpus. Donc les lettres, nous l'avons dit, sont rédigées entre 1961 et 1987. Et les éditeurs ont d'abord identifié un premier corpus composé des lettres de l'époux, Lu Qingcheng, puis un deuxième corpus rassemblant les lettres de l'épouse à l'époux. Donc le premier corpus, c'est les lettres du mari à la femme, d'abord du jeune amoureux à sa fiancée, puis à sa femme. Le deuxième corpus, les lettres de l'épouse à son mari. Le troisième corpus est composé des lettres qui ont circulé entre les fratries des deux côtés. Lu Qingsheng a 2 frères et 2 sœurs. Tiang Zhenyuan, de son côté, s'inscrit dans une famille avec de nombreuses sœurs et un garçon. Si je ne m'abuse, 7 sœurs et un garçon. Et donc, il y a beaucoup de lettres qui circulent, notamment, non pas entre les parents du couple, mais c'est vraiment cette génération des frères et des sœurs, et notamment des sœurs. Et les sœurs de la femme, on le verra, sont très présentes. Et ce troisième corpus est intéressant parce que nous avons à la fois des lettres écrites par exemple, l'épouse Zhenyuan à ses sœurs, mais également les lettres que celles-ci lui ont écrites. Donc, le troisième corpus est composé de lettres qui sont dites dans la littérature à la fois actives et passives, donc envoyées et reçues. Alors que dans les 2 premiers corpus, ce sont les lettres envoyées par le mari à la femme, et le deuxième corpus envoyé par la femme à l'époux. Je me permets très vite de dire qu'il y a aussi une grande dissymétrie. Le mari envoie au total 215 lettres à son épouse et nous n'avons que 65 lettres de cette dernière. Donc il y a une sorte de dissymétrie entre, peut-être dans la fréquence de la correspondance ou, pour revenir à la question de conservation, dans le fait que peut-être certaines lettres de l'épouse n'ont pas été conservées ou n'ont pas été envoyées. Et je pense que Tao reviendra sur cette question. Et puis un 4e corpus qui est beaucoup plus restreint, qui concerne les lettres envoyées par le couple à l'une de leurs 2 filles, ou bien les lettres échangées entre les cousins. Donc entre le couple, rappelons, on va l'évoquer tout à l'heure, mais a eu 2 filles, l'une née en 1963 et l'autre en 1972. Donc voilà, il y a ces 4 corpus et il y a vraiment encore une fois une énigme qui pèse sur sa conservation. Du coup, pour compléter, on peut préciser que dans l'architecture de l'ouvrage publié, le premier corpus, donc celle écrit par Qingsheng à sa femme, fait à peu près 200 pages. Après, on a 70 pages en ce qui concerne les lettres de la femme à son époux. Et puis la 3e partie, donc la correspondance vraiment familiale, au sens élargi du terme, est fort de 300 pages. Donc c'est quand même la partie la plus conséquente de l'ouvrage. Et puis la dernière partie, vraiment, c'était juste quelques dizaines de pages. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme disait Manuel tout à l'heure, que les périodes ne se recouvrent pas, ce qui signifie qu'en fait, ces lettres n'ont pas été rédigées en même temps. Et en fait, les lettres de la femme concernent une période très spécifique, qui est donc à peu près un an après leur mariage,
jusqu'au début de la révolution culturelle, depuis 67, donc 64, 67. Alors que les lettres de Qin Shen, de son mari, est beaucoup mieux conservées, donc ça couvre vraiment de tout début de la relation jusqu'à les années, la fin des années 70. Et puis la correspondance avec la famille, donc essentiellement avec les sœurs de la femme, entre la femme et les sœurs de la femme, s'étale sur toute la période. Et ce qui m'amène un peu à cette interprétation, c'est que le corpus appartenait à la femme. Parce que, en gros, ses lettres ne sont pas très présentes dans le corpus, mais elle a été la destinataire des autres lettres. Voilà. Donc je pense que ça reste un mystère de savoir comment ces lettres-là se trouvent chez un bouquiniste, mais il est probable que le corpus vient de la femme, de la collection de la femme, donc Jiang Zhenyuan. Donc ce qui est important de préciser, c'est que Lu Tingchen, le mari, est né en 1936 dans une famille de paysannes de la province du Hunan. Lui, il vient d'une famille qui est plutôt de bonne origine sociale selon les catégories de l'époque, contrairement à Zhenyuan, donc Xian Zhenyuan, qui, elle, est née en 1937 dans une famille de petits commerçants de la ville de Changsha, et qui, plus tard, aura une mauvaise étiquette de classe, c'est-à-dire cataloguée comme faisant partie des classes exploitantes, donc pendant la révolution culturelle. Donc ils se rencontrent, en tout cas les éditeurs du corpus identifient Pékin comme lieu des études universitaires des deux protagonistes, donc c'est aussi quelque chose qu'il faut préciser, c'est qu'ils font des études universitaires entre 1956 et 1961. Mais en lisant le corpus, et ça a fait partie un peu des débats, des discussions dans le collectif, il s'est avéré que la ville de Changsha avait l'air d'être quand même l'hypothèse la plus plausible du lieu d'études des deux protagonistes. Donc c'est à cet endroit que le mari, donc Tingsheng, courtise Zhenyuan. Donc les premières lettres, en tout cas, du corpus concernent cette période-là. Donc il faut savoir que la correspondance commence exactement au moment où ils sont presque en fin d'études. Donc c'est la première lettre du corpus, donc de la part du garçon à la fille, a été écrite à la veille du départ de Zhenyuan en stage, donc dans une autre ville. Et accessoirement dans la ville où réside la famille du garçon. Et c'est vraiment, donc on voit vraiment, c'est à la fin de leurs études qu'ils commencent ils entament un peu cette relation amoureuse. Et effectivement, cette relation amoureuse va aboutir au mariage quelques mois après que l'un et l'autre arrivent à Pékin, puisqu'ils ont fait leurs études dans un institut de sidérurgie à Changsha. Et ils sont nommés tous les deux au ministère de l'industrie métallurgique à Pékin, à deux postes différents. Et quelques mois après leur arrivée à Pékin, ils se marient. Et donc nous disions tout à l'heure qu'une première fille née fin 1963 et puis une deuxième en 1972. Et donc nous avons affaire à un couple pékinois qui vit en tout cas à Pékin, s'il n'est pas originaire de Pékin. Et l'intérêt notamment de la correspondance, c'est le fait que ce couple, né en 1936 pour lui, on l'a dit, et en 1937 pour elle, fait partie d'une génération sur laquelle il y a très peu de visibilité ou de littérature, parce que ils sont trop jeunes pour avoir été affectés par la campagne dite anti-droitière de 1957. On sait qu'en Chine, entre 1949 et 1979, il y aura eu de nombreuses campagnes politiques, environ une soixantaine d'entre elles. Parmi les grandes campagnes, il y a la campagne anti-droitier de 1957. Ils sont trop jeunes pour avoir été frappés par cette campagne. Ils n'ont pas vraiment, semble avoir été affectés par la grande famine qui se déroule entre 1958 et 1962. Mais ils sont également trop âgés pour avoir été, bien sûr, gardes rouges
lycéens pendant les premières années de la Révolution culturelle, entre 1966 et 69. Donc, ils appartiennent à une génération qui accède à l'université, alors que l'université se développe en Chine pendant les années 50. Lui y accède parce qu'il est de bonne origine sociale, donc c'est un tout petit peu indu, on va dire. Elle y accède malgré sa mauvaise origine sociale qui a été évoquée. Ils vont mener une vie non pas du tout très aisée ou très confortable à Pékin, mais néanmoins, ils font partie ce ne sont pas des officiels, ce ne sont pas de grands, comme on dit en Chine, cadres. Ils ne font pas partie des échelons supérieurs, mais ce ne sont pas non plus des ouvriers ou des personnes qui sont parmi les plus défavorisées matériellement alors en Chine. Ce qui ne va pas manquer de nous surprendre, c'est que malgré tout, malgré leurs 2 salaires, la vie matérielle, au sortir notamment de la grande famine, n'est pas facile. On sort d'une période d'austérité et nous allons voir toute l'entraide familiale pour surmonter les difficultés rencontrées, notamment par ceux qui sont dans des régions plus pauvres de la Chine. Donc cette correspondance est très clairement centrée autour de ce couple et on comprend à regarder leur trajectoire pourquoi ils s'écrivent beaucoup. Ils sont séparés pendant une très grande période à de nombreuses reprises pour des raisons différentes, mais beaucoup qui tournent autour des déplacements professionnels de l'un, de l'autre ou des deux. Et puis ensuite à l'éloignement du mari pour des raisons politiques. Ce qui pose quand même la question pour le reste de la famille. Pourquoi est-ce qu'on s'écrit autant ? Pourquoi y a-t-il autant de lettres ? Quelle est la place de l'écrit à cette période ? On parlait tout à l'heure des archives de poubelles. Il y a par exemple la pratique d'écrire des journaux intimes qui est très courante. Des journaux aussi d'études, et comment se placent ces pratiques épistolaires au sein de ces différentes pratiques d'écriture, sachant que, comme le disait tout à l'heure Isabelle, il y a un changement majeur en termes d'éducation de la population, et on voit entre les générations, mais aussi entre différentes parties des fratries, que le niveau d'éducation est extrêmement différent. Je parle à la suite de ce que dit Isabelle. Ce qui rend pour moi ce couple très particulier, c'est que ce couple est vraiment formaté par cette république qui est créée en 1949. C'est-à-dire, comme Isabelle a dit, s'ils ont pu accéder à l'université toutes les deux, c'est tout à part parce que ce sont des universités spécialisées qui sont créées à la suite de la création de la République pour former une élite, pour sélectionner et puis former une élite qui est cette fois-ci fidèle au nouveau pouvoir. Et c'est une élite qui est utile dans cet enjeu qui est créé par le Parti communiste, c'est-à-dire de dépasser sur le plan industriel les pays occidentaux et aussi l'URSS. C'est aussi pour ça qu'ils sont dans cette faculté des études minéralogiques et métallurgiques. Donc ils sont vraiment tout au centre de ces enjeux politiques. Et c'est aussi pour cette raison, bien sûr aussi grâce sans doute à leur effort dans les études, ils sont allés à Pékin, donc à la capitale, pour travailler dans le ministère. Donc tous les deux qui sont plutôt issus d'un milieu relativement modeste, ont pu accéder à la capitale les ressources importantes et un poste politiquement parlant.
Donc je pense que c'est un point assez particulier à ce couple-là. Et aussi de l'autre côté, comme Isabelle a dit au début, cette correspondance nous permet de comprendre la vie privée d'un couple qu'ils ont vécu à la période. Mais ce qui est surprenant pour moi, c'est qu'il y a plutôt une double surprise, c'est qu'ils ont une vie personnelle qui est relativement similaire à une vie personnelle qu'on peut imaginer dans un couple. En tant que quelqu'un dont mes parents sont... fait pas vraiment partie de cette génération, mais un peu plus jeune que eux. Je suis surprise par le fait qu'ils ont des émotions similaires par rapport à mes parents et même par rapport aux gens d'aujourd'hui. Donc c'est la première surprise due au fait que le discours politique et officiel est tellement fort pour qu'on a mal à imaginer les personnalités et la vie privée de cette génération-là. Et de l'autre côté, la deuxième surprise, c'est que dans leurs lettres, ils s'expriment toujours avec un vocabulaire assez révolutionnaire de leurs sentiments personnels. Donc je pense que c'est aussi quelque chose qui est de nouveau formaté par la période. Par exemple, le conflit entre la belle-mère et la femme, c'est un conflit qu'on peut aussi vivre aujourd'hui, mais dans leur vocabulaire, il s'agit d'un conflit entre le temps révolutionnaire et le féodalisme. Donc ce sont des vocabulaires, on est toujours relativement... voilà, on entend toujours aujourd'hui, sauf que c'est très peu employé dans la vie privée aujourd'hui. Donc c'est aussi quelque chose de très particulier que nous pouvons vivre en lisant ces lettres et que nous cherchons aussi à analyser et à transmettre à nos lecteurs. Oui, j'aimerais aussi ajouter un élément de contexte en lien avec ce que Emmanuel et Sehu viennent de dire. C'est que donc on parle d'écriture de soi dans un contexte où les écrits sur soi peuvent être très publics. Par exemple, dans le cas des journaux intimes d'ouvriers modèles, on parle aussi d'écriture de soi, mais qui sont ensuite publicisées et qui ont un rôle. On va utiliser cette écriture intime pour en fait transmettre des messages et faire des formes de publicité sur des modes de comportement. Et là, on parle, l'espace de la lettre est traversé par des formes de publicité et constitue aussi des formes de publicité entre les gens. Et en fait, c'est aussi intéressant de se poser la question de représentation. Donc, parce que l'écriture dans une lettre qui va être lue par plusieurs personnes, et dont notamment éventuellement des cadres du parti, est aussi parfois traversée par un enjeu de représentation de soi, dans un contexte où on note la tâche qu'il y a à l'époque maoïste de s'auto-représenter en public, et qu'en fait, quand on s'exprime en public, on se représente soi. Et il y a une nécessité, il y a une sorte de pression qui est mise sur la nécessité d'une congruité entre la parole, ce qu'elle exprime, le fait d'être un individu authentique, de pouvoir se représenter comme tel. Donc voilà, quand on s'exprime en public, on a une fonction d'auto-représentation. Et c'est notamment abordé dans le livre de Lisa Richaud, Casual Togetherness, qui paraît en 2026, sur ces transformations du lien entre l'être et l'apparaître en public. Et cet enjeu concerne aussi les écritures de soi. Oui, effectivement, cette question des déplacements, l'homme comme la femme sont souvent envoyés en mission. Alors lui, plus qu'elle, mais donc ils s'écrivent lorsque l'un d'eux n'est pas à Pékin notamment. Et ils s'écrivent, comme cela a été dit, voilà, pour parler de leurs sentiments, pour écrire quelquefois ce qu'ils n'osent pas se dire, ou ce qui est plus facile de coucher par écrit, mais aussi pour parler de questions matérielles. Et peut-être, alors que, et cela a été dit, pour ce qui est des lettres échangées entre les fratries, qui sont plutôt des sorories que des fratries, c'est parce que les sœurs de Zhen Yuan vivent hors de Pékin. Et donc le lien peut être maintenu entre personnes résidant dans des régions très différentes de Chine. Le lien est maintenu par les lettres. Et les lettres notamment, peut-être qu'il faut le souligner parce que le téléphone n'est pratiquement pas accessible, c'est le moyen de communication.
Alors la poste fonctionne plus ou moins bien. Nous avons des archives qui montrent que bien souvent des lettres restent entassées dans les bureaux de poste sans être distribuées. On ne peut pas être à l'abri du fait qu'une des lettres soit ouverte, soit lue par autrui. Donc bien souvent on voit dans les lettres à la fin que l'auteur de la lettre écrit « brûle la lettre une fois que tu l'auras reçue ». Donc il y a quand même une certaine... Nous devons tenir compte dans l'analyse des lettres du contexte dans lequel celles-ci sont échangées. Et peut-être ajouter aussi que le couple est séparé à partir de 1977 de façon durable, puisqu'en 1977, lui, l'époux, je dirais, membre exemplaire du Parti communiste chinois, ayant fait de mauvais choix pendant les premières années de la révolution culturelle, va être placé sous enquête politique à partir de 1977. Il quitte Pékin, il est envoyé dans une mine d'étain d'une ferme d'État de la province du Hunan. Et là, le couple vraiment vit une autre période de sa relation, puisque le divorce est souvent évoqué dans les lettres. Nous savons que, en tout cas, la correspondance que nous avons en main, la dernière lettre est, comme il a été dit, de, je crois, novembre 1987. Ont-ils divorcé ou pas? Mais il y a aussi cet éloignement du fait d'une sanction politique. Et donc, voilà. Donc, ces éloignements qui expliquent l'abondance de cette correspondance sont dus à différents facteurs, comme il a été dit, sentimentaux, émotionnels, mais également très pratiques et matériels. Peut-être simplement ajouter le fait qu'on le comprend à la faveur de ce que nous avons dit les uns les autres, qu'il y a une question de genre qui se pose dans ces lettres et que la question du genre va être importante, mais aussi peut-être revenir sur le fait que ce qui est d'autant plus précieux dans cette correspondance, et je crois que Tao l'a déjà évoqué, c'est le fait que nous suivons les protagonistes en cours d'action, non pas après coup, non pas de façon rétrospective. Nous les voyons s'engager dans des relations, dans une relation amoureuse, puis conjugale. Nous les voyons s'engager politiquement dans des campagnes politiques, sans savoir ce qu'il adviendra à l'issue de ces campagnes, sans savoir encore qui seront les victimes ou les coupables. Et donc, on les voit agir dans un horizon un peu malgré tout, où il leur faut être prudent politiquement, où il y a certaines incertitudes, où il faut mettre en avant certaines convictions. Mais voilà, c'est ce qu'il y a vraiment de très précieux, et aussi le fait que cette correspondance enjambe la fin des années 70, enjambe la fin de ces décennies révolutionnaires en 79. Nous avons des lettres au début des années 80 et nous voyons tout d'un coup le vocabulaire changer un tout petit peu. Nous voyons des moments de loisirs surgir. Nous voyons les personnes vivre tout d'un coup dans d'autres logements plus spacieux. Nous voyons le mari qui avait jusqu'ici appris le russe se mettre à l'anglais et essayer d'écrire une lettre à ses filles en anglais. Donc c'est aussi toute cette période du début des réformes, ce qu'on appelle de façon officielle la période dite d'ouverture et de réforme en Chine. À partir du début des années 80, nous voyons un peu, là aussi de façon très prudente, les protagonistes qui pointent vers les changements observés à cette période. Je voulais revenir sur un point qui, à mon sens, est très important dans ce que tu viens de dire. C'est un point qui implique aussi des interprétations. On parle de correspondance privée et on a parlé à plusieurs reprises de la publicité des lettres. On a parlé du fait que les lettres étaient lues, étaient parfois envoyées en copie, étaient utilisées comme argument pour expliquer quelque chose à quelqu'un d'autre. Les lettres peuvent être aussi lues aux membres de la famille qui ne sont pas en mesure de lire. Elles circulent au sein de la famille. Certaines lettres ne doivent pas circuler, doivent être brûlées. On a le contexte très spécifique, très chargé politiquement, en particulier peut-être pour ce couple qui est dans l'action politique,
qui est chargé de mener différentes campagnes. Les campagnes, par exemple, du mouvement d'éducation socialiste. Et on se pose la question parfois de savoir est-ce que ces lettres utilisent tel vocabulaire ou tel aspect parce qu'elles sont potentiellement lues, pas forcément simplement ouvertes parce qu'il s'agit de la faire lire à une sœur, mais lues par des collègues de travail et donc avec des implications politiques. Et à plusieurs moments de ces situations où un mot semble un petit peu dissonant, où la situation politique et les échos avec la manière dont les termes sont employés posent question. Est-ce que ces lettres peuvent être lues par qui, et est-ce que ce mot-là a un poids d'autant plus grand qu'il peut être utilisé contre son auteur, contre son destinataire, ou alors être utilisé contre une des personnes qui est mentionnée dans la lettre. Ce sont vraiment des questions très importantes, mais auxquelles tu apportes d'une certaine façon des réponses également. C'est-à-dire que nous devons être très prudents, et nous avons été, je crois, collectivement très prudents dans l'analyse des lettres. Nous nous sommes emparés, et nous allons en parler, de corpus un peu différents, lus et analysés à partir de thématiques différentes, mais en devant toujours être attentifs, d'une part, au caractère peut-être incomplet de cette correspondance, deuxièmement, au fait que cette correspondance intervient dans des échanges en face à face dont nous ignorons tout, et donc qu'il est fait référence dans des lettres à des événements, des situations, des personnes dont nous ne savons pas grand-chose, donc nous avons essayé de ne pas surinterpréter, et puis à la question de cette prudence politique. Et prudence politique qui, même au sein de la famille, parce que les protagonistes, les frères et sœurs, ont eu des destins politiques différents, affichent des convictions idéologiques un peu différentes, et donc il y a toute cette question de ce qui peut être dit et comment, qui reste vraiment une question qui a appelé à une prudence, encore une fois, analytique et méthodologique, mais qui nous amène en tout cas à nous dire nous ne pouvons pas prétendre qu'ils s'écrivent comme ils se parlent au quotidien, et qu'il faut tenir compte du caractère public de différentes façons, comme tu viens de l'évoquer, de ces lettres.